À 02 heures, par une nuit de l'automne 1942, un garçon nommé Veijo Payne était étendu sur une planche de bois, posée en travers de 2 sièges de train, quelque part sur la ligne entre Helsinki et la frontière suédoise, et il n'arrivait pas à se réchauffer. C'était un petit enfant, assez vieux pour se souvenir, assez jeune pour que tout ce qui lui arrivait soit décidé par des adultes et expliqué par aucun d'entre eux. Autour de son cou se trouvait une boucle de ficelle. À cette ficelle, un rectangle de carton. Sur le carton, son nom, sa date de naissance, sa paroisse d'origine et un numéro. On le déplaçait comme on déplace un colis, étiqueté pour qu'il arrive dans un endroit identifiable. Les fenêtres du wagon étaient occultées. Pas seulement sombres, noires, peintes ou condamnées par des planches, car l'armée de l'air soviétique visait le trafic ferroviaire et un train éclairé était une cible dessinée sur la neige. Veijo ne voyait rien du pays qui défilait. Il voyait l'intérieur d'une boîte en bois, scellée, qui sentait la fumée de charbon et les enfants malades. Et il sentait qu'il était en train de devenir l'un de ces enfants malades, et il n'avait de mots dans aucune langue qu'il possédait pour décrire ce qui n'allait pas chez lui. Il était l'un des 70 000. Il ne le savait pas non plus. 542 victimes confirmées. C'était le chiffre célèbre de cette guerre, un tireur d'élite finlandais, 98 jours. Mais il ne s'agit pas de cette guerre-là. Il s'agit de l'autre Finlande, de la Seconde Guerre mondiale, celle qui n'apparaît pas dans les histoires militaires, le pays qui a décidé qu'il ne pouvait plus garder ses propres enfants, les a mis dans des trains et les a envoyés seuls de l'autre côté d'une frontière. Ceci n'est pas l'histoire des soldats finlandais. Cette histoire est bien connue. C'est l'histoire de ce qu'un pays fait de ses enfants lorsqu'il a décidé qu'il ne pouvait plus les protéger. Les comités qui l'ont organisé, les trains qui les ont transportés, les étiquettes en carton, les familles qui ont reçu les enfants, et le silence qui s'est refermé sur tout cela pendant près de 50 ans. C'est l'histoire d'environ 70 000 enfants finlandais, la grande majorité envoyés seuls, dans le plus grand mouvement d'enfants non accompagnés de l'histoire des pays nordiques. C'est l'histoire d'un garçon qui a survécu au train, a été aimé par la mauvaise famille et a passé le reste de sa vie incapable de décider qui blâmer. Veijo Payne était un enfant de la Finlande en guerre, et l'arithmétique de la Finlande en guerre ne s'équilibrait pas. En 1939, le pays comptait environ 3,7 millions d'habitants. Il possédait une petite armée, une armée de l'air encore plus modeste, et une économie de bois et de terres agricoles qui, chaque hiver, frôlait la limite de l'autosuffisance. Lorsque l'Union soviétique a attaqué le 30 novembre 1939, la guerre ne s'est pas arrêtée au front. Elle est arrivée dans les villes sous forme de bombardiers. Helsinki a été bombardée dès le premier jour. Et Helsinki, quand les bombes tombaient, n'avait des abris que pour une fraction de sa population. Il n'y avait nulle part où mettre les enfants quand les sirènes retentissaient. Et il y avait, de plus en plus, moins de quoi les nourrir entre les alertes. Les hommes étaient au front. Les mères se retrouvaient à gérer tout ce qui restait. Et ce qui restait n'était pas suffisant. Et tout le monde voyait bien que ce n'était pas suffisant. L'idée d'envoyer les enfants au loin n'est pas venue de Finlande. Elle est venue de Suède. La Suède était neutre. La Suède n'avait pas été envahie, n'était pas bombardée et avait de la nourriture. En décembre 1939, au cours des premières semaines de la guerre d'hiver, un comité s'est formé à Stockholm avec un seul objectif, faire passer la frontière aux enfants finlandais pour qu'ils soient logés, nourris et gardés à l'écart de la guerre. Il a porté plusieurs noms au fil des ans, dont Centrala Finlandshjälpen, et derrière lui se trouvait la Croix-Rouge, Save the Children, et l'Armée du Salut. Du côté finlandais, le transport était géré par le ministère des Affaires sociales et la Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance. Le premier convoi est parti presque immédiatement. Le 15 décembre 1939, 2 semaines après le début de la guerre, la première vague d'enfants, de mères et de personnes âgées
a quitté le port de Turku à bord d'un navire appelé l'Arcturus. Les premiers transports se faisaient par mer, car la route maritime était directe. Il a écrit, à l'âge adulte, la vérité que les enfants de 1939 ne pouvaient pas encore voir, que les personnes qui organisaient cela croyaient, sincèrement, accomplir un acte d'amour. C'était le cas. C'est la partie de cette histoire qui résiste à une interprétation simpliste. La route maritime a tout changé en janvier 1940, et ce changement a été provoqué par un seul événement. Un bateau transportant des enfants a été attaqué par un sous-marin soviétique dans le golfe de Botnie. Aucun enfant n'est mort dans l'attaque, mais des marins, oui, et la leçon ne fut pas subtile. Lorsque les soviétiques ont commencé à miner le golfe, l'eau est devenue un espace qu'aucun organisateur de transport d'enfants ne pouvait défendre. Le trafic s'est déplacé sur les rails. C'est ce détail qui a donné sa forme au voyage de Vejjopen, ainsi qu'à celui de 70 000 autres. Les enfants n'ont pas, pour la plupart, navigué vers la Suède. Ils sont allés en train, vers le nord, sur toute la longueur de la Finlande, jusqu'au sommet du golfe de Botnie, vers une ville frontalière suédoise appelée Haparanda, là où le réseau ferroviaire finlandais rejoignait le réseau suédois. Un voyage en train qui était ordinaire en temps de paix devint, en temps de guerre, une épreuve que les enfants qui l'ont vécue décriraient 70 ans plus tard avec une précision qui ne s'efface pas. Les trains circulaient de nuit. Ils circulaient de nuit, car un train se déplaçant en plein jour était une ligne sombre sur la neige, visible du ciel à des kilomètres. Les enfants voyagèrent donc dans l'obscurité, dans des wagons aux fenêtres occultées, isolés du pays qu'ils traversaient. Le trafic militaire étant prioritaire sur chaque ligne, les trajets s'étiraient, dans de nombreux cas documentés, sur 10 jours ou plus. Les enfants dormaient sur des planches posées en travers des sièges. Les enfants dormaient dans les porte-bagages supérieurs, car il n'y avait plus de place en bas. L'occultation ne les sauvait pas toujours. Des enfants de la guerre se sont souvenus, des décennies plus tard, du train s'arrêtant, des portes s'ouvrant violemment, de l'ordre de courir, de sortir, de se coucher parmi les arbres à côté de la voie, parce que les bombardiers soviétiques avaient trouvé la ligne. La disposition la plus sûre pour un train rempli d'enfants était de les disperser face contre terre, dans une forêt, dans le noir. Un train scellé rempli de jeunes enfants, se déplaçant pendant 10 jours en hiver, n'est pas seulement épuisant. C'est un événement médical. La maladie se propageait dans les convois. La diphtérie surtout. Ces maladies qui circulent dans tout espace bondé et non ventilé, rempli de très jeunes enfants. Le chiffre qui ressort des recherches est frappant. Jusqu'à un enfant sur 5, parmi ceux qui avaient quitté la Finlande en bonne santé, arrivait en Suède assez malade pour nécessiter une hospitalisation. Certains contractèrent la diphtérie lors du transfert et n'y survécurent pas. Et en mars 1940, sur la ligne remontant vers Haparanda, 2 trains sont entrés en collision. 15 enfants furent tués dans cette collision, ainsi que plusieurs mères et soignants qui voyageaient avec eux. Le transport était censé éloigner les enfants de ce qui tue les enfants. Le transport, parfois, était cette chose-là. Vejjopen devint l'un de ces 1 sur 5. Quelque part sur la ligne, il contracta une grave maladie, et au moment où le train atteignit la frontière, il n'était plus un enfant que l'on pouvait simplement confier à une famille d'accueil. C'était un patient. Il fut pris en charge médicalement à Haparanda, et c'est depuis Haparanda, malade, dans un lit d'hôpital, dans un pays dont il ne parlait pas la langue, que Veijo fit la chose qui le fixe dans les archives historiques plus fermement que presque n'importe quel autre enfant de la guerre parmi les dizaines de milliers. Il écrivit à sa mère. Il n'avait pas de papier approprié. Alors il écrivit sa lettre à la maison sur du papier toilette, et cette lettre a survécu, et elle est aujourd'hui conservée sous forme de fac-similé dans les registres publiés des enfants de la guerre. Quelques lignes de l'écriture d'un garçon malade sur la seule surface d'écriture qu'une unité de quarantaine pouvait lui donner, adressée à une femme à des centaines de kilomètres de là, qu'il avait mis dans le train en croyant que c'était la chose protectrice à faire. La décision pour chaque enfant individuel revenait à la mère. Les pères, en immense majorité, étaient au front. Les mères étaient celles qui restaient,
qui faisaient les files d'attente pour la nourriture et qui devaient donc peser ce choix. Et elles ne le pesaient pas en silence. Les autorités finlandaises voulaient que les enfants partent, pour les raisons réelles de nourriture et d'abri, mais aussi avec un argument adressé directement aux mères, que la nation avait besoin d'elles pour le travail de reconstruction, qu'avec les hommes partis, c'était aux femmes de reconstruire, et qu'un enfant en sécurité en Suède était une mère libérée pour servir. L'affaire fut menée à travers ce que l'on peut qualifier de campagne de propagande. On disait aux mères quel privilège c'était. Grandir en Suède, manger à sa faim, dormir sans les sirènes. Lorsque les journaux commencèrent à critiquer les transports, la critique fut censurée. La mère qui inscrivait le nom d'un enfant sur une étiquette en carton et y passait la ficelle n'agissait pas contre sa société. Elle faisait ce que son gouvernement, sa presse et le poids organisé des œuvres caritatives de 2 nations lui présentaient comme le choix aimant et responsable. C'est le point que la version simpliste de l'histoire ignore. Il n'y a pas de méchants ici. Les familles suédoises qui ont ouvert leur foyer étaient, selon tous les témoignages, animées par une compassion sincère. Les comités ne faisaient pas de trafic d'enfants, ils essayaient de les sauver. Les mères finlandaises n'abandonnaient pas leurs enfants. Elles accomplissaient ce qu'on les avait convaincus être un acte de protection, exigeant plus d'amour, et non moins, car il exigeait de laisser partir. Et le voyage n'était que la première partie. Ce qui attendait à l'autre bout était la seconde. Et Veijo, parce qu'il était arrivé malade, en connut d'abord la version la plus dure. Un enfant arrivant en Suède ne descendait pas du train pour entrer dans une cuisine chaleureuse. Un enfant arrivant en Suède entrait dans un système de traitement. Les enfants étaient rassemblés dans des salles, hôpitaux, écoles, garnisons, et dans un cas documenté, l'hôtel anglais à Stockholm. Et ils étaient mis en quarantaine, examinés, nettoyés. Le nettoyage n'était pas délicat. Les vêtements étaient retirés et brûlés, ou placés dans des chambres chauffées pour tuer les poux. Les enfants étaient baignés et saupoudrés de DDT. Ils étaient alignés pour des examens médicaux et des vaccinations. Garçons et filles, selon certains récits, devaient aimer se tenir nus ensemble dans la file en attendant l'aiguille. Il y a un détail dans la recherche sur lequel il convient de s'attarder plutôt que de passer outre. Une partie de l'incinération des vêtements, une partie de la sévérité de l'épouillage n'était pas strictement nécessaire d'un point de vue médical. C'était en partie dicté par la croyance de certains Suédois que les Finlandais étaient sales. Que la Finlande, par sa proximité avec la Russie, arrivait avec un besoin d'être récuré. Ainsi, les vêtements d'un enfant, qui pouvaient inclure la dernière chose que les mains de sa mère avaient retouchée, le pull qu'elle lui avait mis sur le quai, étaient pointés parfois détruits, non pas parce qu'ils étaient infestés, mais à cause d'un préjugé sur l'origine de l'enfant. Les enfants ne pouvaient pas comprendre cela. Ils savaient seulement qu'ils étaient arrivés quelque part et que ce quelque part avait pris leurs vêtements pour les jeter au feu. Pour Veijo, ce fut pire et plus long, car il était réellement malade et les malades réels étaient maintenus à l'isolement dans les hôpitaux suédois, pendant des semaines et dans les cas les plus difficiles, des mois. Il existe un fil rédempteur même là-dedans. Les soins hospitaliers suédois étaient de vrais soins, et selon le décompte des historiens, quelques 3000 enfants de la guerre furent sauvés dans les hôpitaux suédois de maladies et de malnutrition. Veijo, selon toute probabilité, était l'un d'entre eux. Le transport l'avait presque tué. Le service suédois le maintint en vie. Ces 2 faits sont vrais, et l'histoire ne fonctionne pas si l'un d'eux est occulté. Puis, pour les enfants qui se portaient bien, vint la sélection. Les enfants étaient placés dans une salle et les familles d'accueil venaient choisir. Et ici, les récits des enfants de la guerre, livrés des décennies plus tard, convergent vers une expérience que les organisateurs n'avaient jamais prévue et peut-être jamais pleinement perçue. Les enfants comprenaient qu'ils étaient triés. Ils comprenaient que certains étaient choisis les premiers, d'autres les derniers, et que certains, dans la version la plus cruelle, restaient dans la salle qui se vidait après le départ des autres. Une femme, enregistrée sous un pseudonyme, se souvenait avoir été le dernier enfant restant dans une grande salle après que tous les autres
eurent été emmenés. Elle se souvenait de l'explication que son petit esprit avait construite à partir des seules preuves dont elle disposait. Elle n'avait pas été choisie parce qu'elle était pâle, maigre et laide. Personne ne lui avait dit cela. Le système le lui avait dit en la laissant en dernier, et elle avait imaginé le reste. Elle décrivait quelque chose que les planificateurs du programme n'avaient aucun cadre pour analyser. Ils avaient bâti un système pour déplacer les enfants du danger vers la sécurité, de la faim vers la nourriture, du froid vers la chaleur. Ils avaient mesuré ce qui pouvait être mesuré, les lits, les calories, la distance des bombardements. Ils n'avaient pas mesuré ce que cela fait à un enfant de 4 ans de se tenir dans une pièce et d'être évalué. Il n'y avait pas de catégorie dans l'approvisionnement de la sécurité pour le coup d'être choisi en dernier. Veijo finit par être placé, et ici l'histoire bascule, car il fut placé dans une famille qui était bonne, les Wester. Et dans le foyer Wester, Veijo fit ce pourquoi l'esprit d'un jeune enfant est conçu. Il s'adapta. Il apprit le suédois, rapidement et totalement, comme seul un petit enfant le peut. Et à mesure que le suédois entrait, le finnois sortait. En 1 an, la langue que sa mère lui parlait était une langue qu'il ne possédait plus. Il s'attacha. Il trouva, dans la maison Wester, un père. Dans ses propres mots plus tardifs, il appelait cet homme Papa, Papa Wester, et le désignait, sans détour, comme le seul père qu'il ait jamais connu. Cette phrase représente toute la tragédie du programme condensé en quelques mots. Ce n'était pas un échec de la famille Wester. Leur gentillesse était réelle, et l'amour de Veijo pour eux était mérité. C'était le cerveau d'un enfant de 4 ans fonctionnant exactement comme prévu. Le système avait pris des enfants précisément à l'âge où l'attachement est le plus plastique, les avait retirés de leur figure d'attachement et les avait placés pendant des années auprès de nouvelles figures. Le résultat n'était pas un risque, c'était une quasi-certitude. La grande majorité des enfants allaient dans des familles d'accueil, la Suède avait une tradition établie de placement familial, et les enfants finlandais, selon le décompte des historiens, ont plus que doublé la population en familles d'accueil du pays pendant ces années. Certains allaient dans des orphelinats. Puis, les histoires individuelles des enfants divergèrent complètement, car 70 000 placements sont 70 000 maisons différentes. Certains enfants furent placés dans des familles aimantes et attentives qui leur donnèrent des années qu'ils décriraient plus tard comme les plus chaleureuses de leur enfance. Il existe des photographies d'enfants de la guerre riant avec des frères et sœurs d'accueil ressemblant sur l'image à n'importe quel autre enfant des années 1940. L'écrivaine suédoise Alva Myrdal disait que les enfants de la guerre finlandais étaient comme un don du ciel pour la Suède. Et pour certaines familles suédoises sans enfants, c'est véritablement ce qu'ils étaient. Et ils étaient aimés comme tels. Mais l'amour dans une famille d'accueil créait son propre problème, et ce problème était structurel. C'était la chose que les planificateurs n'avaient qu'en pas pesé. Et puis la guerre prit fin et les enfants durent revenir. Le rapatriement, selon le consensus des historiens qui l'ont étudié, fut la partie la plus mal gérée. On avait supposé dès le départ que le séjour serait court et le retour donc simple. Envoyer l'enfant, laisser passer le danger, ramener l'enfant à la maison. Mais les enfants qui revenaient n'étaient pas les enfants qui étaient partis. Ils revenaient parlant couramment le suédois et incapables de parler le finnois. Ils revenaient vers des mères qu'ils ne reconnaissaient pas, des pères revenus d'un front dont ils n'avaient aucun souvenir, des frères et sœurs qui étaient des étrangers, un pays qui était pauvre, froid et endommagé d'une manière que la Suède n'avait pas connue. Pour Veijo, le retour ne fut pas un soulagement. Ce fut une perte, une seconde, et à certains égards plus cuisante que la première, car cette fois, il était assez vieux pour savoir exactement ce qu'on lui retirait. On lui retirait Papa Wester. Dans son propre récit, écrit à l'âge adulte, il admettait avoir éprouvé des sentiments de haine envers sa mère, des sentiments qui s'intensifièrent après que la famille eut quitté la Suède, car il lui reprochait de l'avoir arraché au Wester. Et dans le même souffle, il ressentait de la culpabilité pour toutes les épreuves et l'angoisse qu'elle-même avait endurée. C'est l'héritage de l'enfant de la guerre en un seul nœud, la rage envers la mère pour la séparation, la culpabilité envers la mère pour sa souffrance, et aucun moyen de se libérer de l'une ou de l'autre, car les deux n'avaient même plus de langue commune pour en discuter. Pour certains enfants,
Le caractère erroné du retour était insupportable, et ils furent renvoyés en Suède. Certains franchirent cette frontière plus d'une fois. Un homme recensé dans la recherche changea de foyer 6 fois avant l'âge de 10 ans. Du côté suédois, des familles d'accueil qui avaient élevé ces enfants pendant des années ne voulaient parfois pas les rendre, ce qui produisit des procès. Famille biologique finlandaise contre famille d'accueil suédoise, menée par-delà une frontière internationale pour des enfants qui étaient les seules personnes dans la salle à n'avoir aucune voix au chapitre. Le décompte officiel indique que plus de 15 000 de ces enfants ne sont jamais retournés en Finlande. Certains étaient des orphelins qui n'avaient rien où retourner. Certains firent l'objet de ces litiges de garde. Certains étaient simplement devenus, dans tous les sens fonctionnels, suédois. Et la paperasse finit par s'accorder avec ce que la vie de l'enfant avait déjà décidé. La réponse de la Finlande, en tant que nation, fut le silence. Et ce silence était en partie délibéré dès le tout début. Dès la fin du mois de janvier 1942, alors que les transports fonctionnaient encore, alors que Veijo était très probablement encore en Suède, les critiques du programme dans la presse finlandaise furent étouffées par le gouvernement. Une couverture médiatique négative n'était tout simplement plus autorisée. Les gouverneurs de province avaient pourtant sonné l'alarme. Le gouverneur de la Laponie finlandaise qualifia les transports de sa région de désastre et déclara sans détour qu'ils coûtaient plus de vies qu'ils n'en sauvaient car les transferts dans des conditions de promiscuité propageaient la tuberculose et la rubéole parmi les enfants. Mais le débat public fut clos. Après la guerre, le silence se poursuivit, tout simplement, n'étant plus imposé, mais désormais simplement habituel, une chose dont le pays ne discutait pas parce que s'en entretenir signifiait l'affronter. Pendant environ un demi-siècle, les enfants de la guerre furent, selon l'expression qui leur est restée, les oubliés. Le sujet était considéré comme trop sensible pour une enquête sérieuse. Ce n'est que vers 1989 que le silence se brisa véritablement et que les enfants de la guerre, alors âgés de 50 ou 60 ans, commencèrent à être interrogés sur ce qui leur était arrivé. Ce qu'ils dirent, et ce que les recherches qui suivirent révélèrent, constitue la partie la plus difficile de l'histoire, car elle inverse toute la prémisse de départ. La prémisse était la protection. Les enfants étaient envoyés au loin pour être plus en sécurité. Et les études à long terme, y compris des travaux s'appuyant sur la Helsinki Birth Cohort, un ensemble de données suffisamment vastes et étendues dans le temps pour mesurer réellement de telles choses, ont révélé que les enfants envoyés au loin s'en sortaient moins bien, en moyenne, que les enfants restés en Finlande malgré les bombardements. Pas dans tous les cas. Des milliers d'enfants de la guerre ont construit des vies épanouies, et beaucoup ont affirmé dans leur vieillesse qu'ils pensaient que l'évacuation avait été, pour eux, une chose positive. Les participants à une étude sur les réflexions de toute une vie d'enfants de la guerre ont écrit sur un ton optimiste, avec gratitude et fierté d'avoir si bien réussi. Mais globalement, à l'échelle de la population, les évacués ont porté un fardeau plus lourd, une incidence plus élevée de troubles de la santé mentale. En particulier, notait la recherche, autour des troubles de la personnalité et de la toxicomanie. Des risques physiques accrus, allant jusqu'aux maladies cardiaques et au diabète, ce qui est cohérent avec ce que l'on comprend aujourd'hui du stress sévère de la petite enfance qui laisse sa marque sur le corps lui-même. Et selon l'une des conclusions les plus accablantes, la difficulté ne s'arrêtait pas aux enfants de la guerre. Une étude a révélé des taux de dépression élevés chez les filles, des femmes enfants de la guerre. Le stress n'était pas resté confiné à la personne qui avait été séparée. Il s'était transmis. 2 générations de femmes, dont l'une n'avait jamais pris de train, portaient le coup d'une décision prise sous la pression des années auparavant. Les enfants restés en Finlande sont restés dans un pays en guerre. Ils ont été bombardés. Ils ont eu faim. Ils ont eu peur. Et en moyenne, ils s'en sont mieux sortis que les enfants qui en ont été préservés. Parce que ce qu'ils ont gardé, à travers tout cela, c'était leur mère. La chose que le programme de protection avait supprimée s'est avérée être la chose même qui protégeait. Ce fut la catastrophe silencieuse du programme des enfants de la guerre, et elle n'avait pas été conçue comme une catastrophe. Elle avait été conçue comme un sauvetage.
La Finlande ne pouvait pas nourrir et abriter chaque enfant sous ses bombardiers. La Finlande a saisi la seule aide proposée et l'aide était réelle et les gens qui l'ont tendue étaient sincères. La destruction de dizaines de milliers d'attachements était la conséquence d'un système construit pour la survie, et non une cruauté délibérée. Mais l'effet fut le même. Ce n'est pas une conclusion confortable et elle ne devrait pas être lissée pour le devenir. Ce n'est pas un verdict porté sur les mères qui ont choisi sous pression, avec de mauvaises informations, dans une peur réelle, s'entendant dire par toutes les autorités que les laisser partir était le choix de l'amour. Ce n'est pas un verdict sur la Suède, qui a agi par pure générosité et qui a, manifestement, sauvé des enfants. Les 3000 arrachés à la maladie et à la famine dans les services suédois furent sauvés, au sens le plus simple du terme, et Veijopain était très probablement parmi eux. La conclusion est quelque chose de plus inconfortable que la méchanceté. C'est qu'une vaste machinerie de bonne volonté sincère, construite et gérée par des personnes compétentes et compatissantes dans deux nations, peut produire un mal profond et durable lorsqu'elle repose sur une seule hypothèse erronée concernant les besoins fondamentaux d'un enfant. Les planificateurs supposaient que l'enfant avait avant tout besoin de sécurité, de nourriture et d'un abri. Les preuves, recueillies au cours des 70 années suivantes, suggèrent que l'enfant avait surtout besoin de l'adulte spécifique et irremplaçable qui était là depuis le début, et que la nourriture, l'abri et l'absence de bombes, aussi réelles que soit ces biens, ne pouvaient pas la remplacer. Veijopain a survécu aux transports de la guerre d'hiver et à ceux de la guerre de continuation, et a été rendu à la Finlande, ce qui n'était pas garanti pour chaque enfant. Il n'a pas disparu parmi les 15 000 qui ne sont jamais revenus. Il a grandi, il a vieilli, et comme beaucoup d'enfants de la guerre, il a fini par s'extirper de sa propre bombe par l'écriture. Il a couché son histoire sur le papier, comme il l'avait fait autrefois pour une lettre sur du papier toilette dans un service de quarantaine à Haparanda. L'honnêteté de ce qu'il a écrit fait toute sa valeur. Il n'a pas dénoué le nœud. Il a conservé, tout à la fois et jusqu'à la fin, son amour pour Papa Wester, sa colère envers la mère qu'il avait envoyée et sa culpabilité pour la souffrance de celle-ci. Il n'a pas prétendu que les trois pouvaient être réconciliés. Il a simplement témoigné qu'ils coexistaient, parce que c'était la vérité, et la vérité était la seule chose que le programme lui avait laissée en pleine possession. Sa mère avait écrit une étiquette en carton jadis, avec son nom et un numéro, pour qu'il ne soit pas perdu. Et sur le papier, il ne l'a jamais été. Le ministère finlandais des Affaires sociales, à son honneur éternel, a conservé un dossier pour chaque enfant, chaque kantakortti, chaque document de voyage, de sorte qu'aucun enfant ne s'est perdu dans les archives. Il ne savait pas, enfant dans ce train, que l'étiquette autour de son cou ferait son travail, mais que la chose dont il avait réellement besoin ne survivrait pas au voyage. Il avait supposé, comme un enfant suppose, qu'être envoyé quelque part signifiait être envoyé vers quelque chose. Ce qu'il a appris à la place, ce que des dizaines de milliers d'enfants de la guerre ont appris dans les années qu'il a fallu à la recherche pour les rattraper. C'est la connaissance spécifique que la protection et la présence ne sont pas la même chose, et qu'une société peut être persuadée d'échanger la seconde contre la première. Cette connaissance, une fois acquise, n'est pas rejetée à la fin de la guerre. Elle demeure. L'étiquette a fait son œuvre. Elle a transporté son nom de l'autre côté d'une frontière. Elle n'a pas pu transporter avec lui la seule chose dont il avait besoin, parce que cette chose-là ne pouvait pas être écrite sur une carte et ne pouvait pas être envoyée à l'avance par train. Elle ne pouvait qu'être tenue fermement. Et tout l'appareil de deux nations bien intentionnées avait été construit, sans jamais le vouloir, pour faire de ce maintien la seule chose que sa mère n'avait pas le droit de faire. Les leçons des transports d'enfants de la guerre ont été étudiées, finalement, par des psychologues et des sociologues dans tous les pays nordiques et au-delà. Ils ont noté les maladies qui circulaient dans les trains scellés. Ils ont noté l'échec de la planification du rapatriement. Ils ont noté les procès pour la garde des enfants, la langue perdue et les 15 000 qui ne sont jamais rentrés.
Ce qu'ils ont compris, enfin, c'est la conclusion que les planificateurs de 1939 n'avaient pas été capables de voir, qu'un besoin plus petit et plus silencieux, le besoin d'un enfant pour une personne constante, pouvait être évincé par un besoin plus grand et plus bruyant, et que cet évincement imposerait des coûts s'étendant sur 2 générations. Cette leçon existait dans le programme des enfants de la guerre dès le premier transport. Il a simplement fallu 50 ans de silence, puis 30 ans de recherche, avant que quiconque ne soit autorisé à le dire clairement. Les enfants de la guerre sont vieux maintenant. Où ils sont partis? Les plus jeunes étaient des tout-petits en 1944. Ils ont plus de 80 ans. La plupart de ceux qui ont pris les trains aux fenêtres occultées vers le nord, à travers l'obscurité, ne sont plus en vie pour le décrire. Vejjopen a écrit son récit, et son récit lui a survécu, comme la lettre sur papier toilette a survécu au service de quarantaine. Il figure aujourd'hui dans les annales publiées des enfants de la guerre. C'est le témoignage d'un homme qui a été transporté en lieu sûr et qui a passé sa vie à essayer de comprendre ce que la sécurité lui avait coûté. Sa mère avait écrit son nom 2 fois. Peut-être, beaucoup le faisaient, voulant que la carte soit soignée, voulant que l'enfant ait l'air d'être aimé à son arrivée. Elle avait contrôlé la seule chose qu'elle pouvait contrôler ce matin-là, l'étiquette. Et cela n'avait pas suffi. On lui avait dit que c'était de l'amour. C'était de l'amour. Ils étaient absolument sincères. C'étaient des gens sincères qui ne pouvaient pas encore voir ce dont l'enfant avait le plus besoin. Et cela, non pas la cruauté ni l'indifférence, mais la sincérité agissant sur une hypothèse erronée, a suffi à marquer une génération. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous. Nous dénichons ces histoires oubliées chaque semaine. Vejjopen portait en lui l'amour pour la famille qu'il avait élevée et la colère envers la mère qu'il avait envoyée au loin, sans jamais pouvoir réconcilier pleinement les deux. Alors laissez un commentaire et dites-nous, si vous aviez été cet enfant, pensez-vous que vous auriez pu pardonner aux parents qui vous a mis dans ce train, tout en sachant qu'elle était convaincue de vous sauver? Et regardez cette prochaine vidéo. C'est une autre histoire que l'histoire a failli laisser disparaître.